proche ou voilà, derrière. C'est bon, tout le monde tourne? Oui. Oh, pardon, ça va? Ouais. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Boulevard du Cinéma, le numéro 3, comme dirait notre ami Passepartout. Alors aujourd'hui nous sommes avec Louis, Salut. Renaud, Salut. Patrick et un invité spécial, Bruno. Hello. Et justement on va commencer cette émission avec la chronique de Bruno Terrier. Alors moi j'ai décidé aujourd'hui de parler d'un bouquin qui sort cette semaine, que je vais essayer d'attraper vu son poids. Ouais, parce qu'il est, il est pas léger. Voilà, donc c'est cadré éventuellement. C'est un bouquin qui a été attendu depuis super longtemps sur un réalisateur américain spécialisé en cinéma fantastique, George Romero, que tout le monde connaît pour ses films de zombies. C'est un énorme livre français qui sort la semaine prochaine, écrit par Julien Cévéon, qui a mis un paquet d'années à l'écrire. Et donc il y a 623 pages et ça retrace intégralement toute sa carrière. Avec interview, je le repose parce qu'il est très lourd, parce qu'il pèse 3,4 kg de mémoire. Et donc ça retrace toute sa carrière avec des détails totalement inédits, assez incroyables sur le tournage de chacun de ses films, des interviews, la liste de tous les projets inachevés. Enfin, c'est absolument incroyable. Julien qui a rencontré George Romero justement. Oui, une interview de Romero. En fait, le bouquin a mis un paquet d'années à se faire. Et puis progressivement, c'est ajouté. C'est pour ça que maintenant il est énorme et on a un seul volume malgré tout. Il a retrouvé plein de documents, rencontré plein de gens et ça a permis d'en faire un truc ultra complet et bien plus complet que tout ce qui ait jamais été écrit sur ce réalisateur en fait. Ce qui est intéressant avec ce genre de livre finalement, c'est que maintenant, à l'ère d'internet et de tous les renseignements possibles et imaginables qu'on peut trouver, depuis on va dire une dizaine d'années maintenant, pas mal de gens sont aperçus que glaner des informations sur des tas de sujets de cinéma ou autres, par-ci par-là sur le net, c'était un peu compliqué et il n'y avait pas de... On ne pouvait pas conserver finalement toutes ces données réellement. Et donc il y a eu un retour parce que pendant début des années 2000, il y avait quasiment plus de bouquins de cinéma et encore moins sur le cinéma fantastique. Et là, il y a un gros retour ces dernières années. Voilà, de gens qui font des vrais bouquins d'études hyper approfondis, hyper complets sur les réalisateurs, les genres, etc. Et celui-là en fait partie grandement. D'accord. C'est un livre que tu vends à la boutique Metaluna? Ouais, donc nous on a fait, là c'est trop tard maintenant, puisque quand l'émission sera diffusée, ça sera passé, mais on a fait il y a une dizaine de jours donc une séance de dédicace avec l'auteur, c'était super sympa, un peu avant que le bouquin sorte, ça a très bien marché. Et le livre sort donc cette semaine en fait. Je suppose que à la base c'est un fan de Romero, Julien Cévéon. Ouais, enfin il est assez spécialisé aussi sur le cinéma asiatique. Il prépare depuis des années en 2 volumes, donc aux dernières nouvelles. On verra bien quand et comment un énorme ouvrage sur la Shaw Brothers. Mais effectivement, il est fan de Romero parce que finalement Romero, comme pas mal de réalisateurs qui ont eu une carrière surtout dans les années, Romero 68 pour La Nuit des Morts Vivants, mais surtout dans les années 70. La différence avec pas mal de choses qu'on peut voir maintenant dans le genre, c'est que c'est un réalisateur qui a un point de vue, qui est déjà toujours resté quasiment toujours indépendant, qui est toujours, heureusement ou non, je sais pas, mais resté dans sa thématique sur les zombies. Et il y a un caractère social et politique très prononcé dans ses films. Et je pense que j'ai commencé à survoler le bouquin puisque je l'ai récupéré hier soir. Je pense que Julien en parle, c'est hyper important dans toutes ces thématiques, cet aspect politique, quoi. Surtout dans Zombie, je suppose qu'il doit y avoir une grosse part de bouquin. Ouais, il y a une grosse partie, parce que ça reste finalement son film le plus connu et probablement le plus abouti, même c'est peut-être pas celui qu'il préfère. Je sais qu'il aimait particulièrement son film Martin, qui traite du vampiriste
sans en traiter vraiment et de manière plus intimiste, mais Zombie, c'est le film voilà, qui représente bon, déjà la vision moderne qu'on a toujours du zombie, et puis une critique sociale hyper forte, parce que l'idée du supermarché, le fait que les gens s'y réfugient, que les zombies, qui sont une espèce de miroir d'une déliquescence de la société, se rendent à l'endroit où ils se rendaient quand ils étaient vivants, donc le supermarché. Enfin, c'est des tonnes de thématiques qui à la fois font de ce film un film d'horreur incroyable, avec un certain humour, mais aussi une critique sociale, donc c'est hyper complet. Avec les super maquillages de Tom Savini. Ouais. Justement aussi. Ouais. Oui, non, mais là, alors après c'est une question de goût aussi, mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin moi quand j'ai découvert Aerorex en avant-première française à l'époque, donc ça fait un bail, voir des maquillages aussi réalistes, tu voulais dire une blague? T'avais une blague, Loss? Non. C'est un choc. Ah non. Mais ouais, c'était un T'étais à la choc séance, incroyable, Luce quoi. T'as été à la première Tu y étais séance aussi, toi, non? Ouais. Mhm. C'était un choc incroyable j'allais dire effets spéciaux, non, justement. Des maquillages aussi réalistes, enfin la hachette dans la tête, les gorges, les gens égorgés, etc. Mais bon, c'est hyper réaliste, c'est super bien fait, et ça a un côté fun et festif, surtout quand on le voyait dans ces conditions. Mais en même temps, le film ne s'arrête pas là. Oui, et puis de toute façon, en plus, il y a 2 versions différentes, avec des musiques différentes. Alors après, ouais, donc là, dans le bouquin, j'imagine aussi qu'il le développe en long et en large, mais il y a eu, comme c'était une coproduction avec les Italiens, comme c'était un film indépendant et qu'ils ont réussi justement en le coproduisant à avoir un peu plus de moyens, il y a eu différents montages. Il y a eu un premier montage de Romero avec des musiques génériques, qui n'avaient pas de musique composée pour le film, qui est plus long. Ensuite, le film a eu un montage américain plus court, qui a peu d'intérêt. Et puis ensuite, les Italiens et Argento, qui étaient coproducteurs, ont fait un montage plus court, mais finalement qui reste celui qu'on connaît et qu'on préfère. Et surtout parce qu'il y a introduit un rythme incroyable avec la musique des Gobelins. Je suppose que même aux États-Unis, ça doit être la version qu'ils préfèrent. Oui, sûrement. Maintenant, là, à l'heure actuelle, à part les Italiens qui viennent de restaurer le film, principalement dans sa version européenne, donc, en 4K, et qui est repassé là au pif dernièrement. En fait, aux États-Unis, il n'y a plus de version vraiment disponible actuellement, mais je pense que comme ça reste un classique, et c'est pareil pour La Nuit des Morts Vivants d'ailleurs. Donc ça a toujours été très compliqué pour ce film, puisque Romero n'a jamais vraiment eu les droits. Le coproducteur John Russo l'a un peu arnaqué à remonter un film pour recopyrighter le film. Enfin, c'est super compliqué. Mais là, ils viennent de retrouver des scènes que lui-même apparemment pensait perdues. Une dizaine de minutes du film qu'on n'a réellement jamais vu, et donc un remaster va se faire aussi, et le film va ressortir une fois de plus. Pour La Nuit des Morts Vivants. Pour La Nuit des Morts Vivants. Ouais. Déjà un film politique aussi. Ben ouais, non. Alors après, parfois il a dit non, mais finalement, peut-être pas nécessairement, il n'y avait pas nécessairement pensé. Pas mal de gens, le film est évidemment un classique maintenant qui dépasse même largement le cinéma fantastique, donc ça a été analysé en long et en large, mais le fait que le héros, surtout à la fin des années 60, est dans un milieu rural, soit un black, et vu ce qui lui arrive à la fin, qu'on ne dévoilera pas pour ceux qui éventuellement n'ont pas vu le film, c'est évident que le message est clair, quoi. C'est vrai que Romero est un cinéaste culotté, que ce soit dans les choix thématiques, des choix aussi politiques. Comme tu disais, la mort du... Bon, je devrais pas dire. d'un personnage principal, et aussi un certain degré de violence dans Zombie, qui à mon avis était certainement du jamais vu à l'époque. Ça va très très loin. Moi, j'avais absolument jamais vu ça, quoi. Et maintenant, je le vois, enfin, je l'ai revu des dizaines de fois. C'est un de mes films préférés, le Zombie. C'est en tout cas, je trouve, le meilleur film de Romero. Quoique j'ai une petite... J'aime beaucoup Martin quand même. Mais c'est pas un film que tu revois aussi facilement, aussi souvent. Mais c'est un film incroyable pour l'époque, et qui reste incroyable, et qui a influencé, comme on le voit maintenant,
aussi bien les jeux Resident Evil, on en parlait hier avec l'auteur là justement, parce que Romero a été pressenti pour le faire, mais comme finalement c'est un mec indépendant, un peu âgé, qui fait relativement peu de concessions, il n'a pas été retenu. On le voit avec la série Walking Dead et toutes les déclinaisons de ce genre. Le thème du mort-vivant reste un thème super fort actuellement, et à un niveau aussi politique, et c'était déjà parce que le zombie sous une autre forme existait avant La Nuit des Morts-Vivants de Romero, mais sous cette forme qui est finalement assez peu différente dans ce qui se fait maintenant, ça a vraiment été le premier, quoi. C'est un film jouissif. Bah ouais, moi non. La première fois, j'ai été vraiment choqué. La première fois, c'était fun, parce que j'étais quand même assez jeune à l'époque. Et j'avais pas la moindre idée, parce qu'à l'époque non plus, quand tu allais voir un film s'appelait Zombie, tu supposais que c'était un film d'horreur avec des zombies, mais t'en savais pas plus. Et quand je suis rentré tard chez moi le soir après la projection au Rex, j'avais l'impression de voir des zombies partout. Enfin, tu vois, c'était. Je pense à la première scène où on les voit tous regroupés dans une sorte de cave parking, où ils sont en train de dévorer. Ça, c'est une scène qui, quand on la voit pour la première fois, on s'en rappelle toute sa vie. Et ça aussi, c'est hyper fort parce que voilà, il montre, alors intercalé avec des images de panique à la télé où les journalistes, les politiques ne savent plus quoi faire. Tu vois en fait finalement une bande de militaires complètement tarés qui investissent donc un immeuble où en fait tu as principalement des Noirs et des Portoricains, donc des gens pauvres qui conservent leurs morts. Les conservants, et même quand ils sont morts, ils deviennent morts-vivants, donc ils s'entre-dévorent entre eux. Enfin tu vois, tu as un prêtre qui perd quelque part sa foi parce qu'il est totalement paniqué par rapport à quelque chose qui est théoriquement impossible. Voilà, en quelques minutes, là, dans le film, avant qu'il s'échappe de la ville et qu'il se retrouve dans le supermarché, tu as déjà plein de thèmes importants qui sont abordés. Qui malheureusement sont d'actualité encore aujourd'hui. Ben ouais, parce que finalement, on le voit dans les séries là où finalement le mort-vivant devient le truc qui déclare en fait des comportements dans la société des gens. Ça devient un peu un élément dans la série Walking Dead qui est plutôt bien écrite, moi je trouve, un peu longue parfois et adaptée bizarrement du comics, mais c'est des thématiques hyper importantes et critiques par rapport à la société actuelle. D'ailleurs, on peut penser même, pourquoi pas, que du fait de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on va peut-être avoir des très bons films fantastiques, justement, en réaction au nouveau contestataire. Oui, probablement. Bon, ça viendra peut-être après, puisqu'apparemment, il est moyennement ouvert à la critique. Mais oui, évidemment que c'est aussi un état d'esprit que dans La Nuit des Morts-Vivants, le premier, c'est ça. Hein, tu as des gens à la campagne, donc, qui chassent des morts-vivants. Vraiment des abrutis qui s'amusent, qui n'ont aucune conscience de quoi que ce soit et qui s'amusent en fait un peu comme un ball trap à dégommer du mort-vivant, quoi. Mais qui représente une bonne partie de la population américaine néanmoins, quoi. Ouais. C'est les rednecks, quoi. Un excellent film que même le remake L'Armée des Morts n'arrivera pas à faire oublier. Bah écoute, moi je l'aime bien, ce remake. J'aime bien aussi. Je trouve qu'il a un super rythme, il est assez respectueux. Je le trouve plutôt sympa. Peut-être un des meilleurs films de Zack Snyder d'ailleurs. C'est mon préféré, mais après bon, alors si on rentre sur Zack Snyder, c'est clair. Et hors bagarre. Il y a Tom Savini lui-même qui s'amuse à découper les zombies un par un. C'est le remake de La Nuit par Savini qui est intéressant aussi. Tous les remakes, c'est largement le meilleur. Je ne sais pas si c'est vrai, George Romero aurait été jaloux du résultat final. Écoute, on verra, voilà. Il faudra que tout le monde achète le livre et il en parle certainement. C'est vrai que ça donne envie de... Mais c'est vrai que c'est un remake un peu méconnu, qui en plus a une certaine retenue au niveau des effets gore, donc ce qui fait qu'il a moyennement marché à l'époque, mais qui fonctionne super bien sur le même principe, sauf que là, le personnage principal déclencheur et protecteur, c'est une femme. Très bien. Donc toujours une minorité. Ouais. Les Noirs, les femmes, et Louis, qui est une minorité aussi, à lui tout seul. Mais n'empêche que ce que disait Renaud, c'est vrai, au niveau de Trump, ça va être intéressant, c'est de voir à quel point la censure et l'autocensure va se mettre en place au niveau des films, quoi. Ça risque d'être intéressant.
Je pense ça. J'ai pensé à ça. Je pense que les films de super-héros vont pas tellement changer, puisque de toute façon le message c'est toujours les Américains qui gagnent à la fin, donc c'est pas très grave. Mais par contre, des films qui passent à Sundance et compagnie, il va y avoir du flicage à mon avis. Ça peut être le seul aspect positif dans cette histoire finalement, hein, c'est que, ça c'est finalement, c'est un peu compliqué quand même parce qu'on en voit que les aspects négatifs et ils sont nombreux. Mais il peut y avoir, comme il y a eu à une certaine époque avec Reagan, oui, les années Reagan, les années Bush, voilà. des gens qui booster, font des films justement de contre-culture, de résistance à contre-courant, etc. Mais bon, est-ce que le cinéma sert à ça? Oui, éventuellement, mais bon, au niveau politique, là, Trump, c'est un autre sujet, mais c'est compliqué. Alors, Patrick, tu veux nous parler de la massacre dans le train fantôme réalisé par Toby Hooper. D'accord, on dit Toby. Toby, hein, Toby, c'est ça. Voilà, exactement. C'est la question. Toby, d'accord. Bon, alors c'est pas un grand film de réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, certes, mais un film quand même important dans la grande période des slashers. Et l'histoire est tout à fait simple. Ce sont des jeunes qui vont dans une fête foraine et ils vont dans un train fantôme et plein d'aventures se passent à l'intérieur avec une famille de tarés. Comme dans Massacre à la tronçonneuse, bon, ils sont beaucoup moins nombreux, mais c'est à peu près on tourne toujours autour du sujet fétiche de Toby Hooper, de la famille tarée aux États-Unis. Maintenant, après, bon, il y a beaucoup de scènes au milieu du film. Bon, l'image est jolie puisque déjà le transfert il est en 2.35. C'est pour la première fois, je crois, pour un Blu-ray. Et ça rend comme le film plus sympathique. Même si, on va dire qu'au milieu du film, il ne se passe pas énormément de choses. C'est surtout un dialogue de jeunes contre le père, etc. Bon, le truc classique de la famille américaine, décrite. Mais ce qui est vachement intéressant, bon, la fête foraine elle-même est sympa, comme toute fête foraine, avec la photocopie de Monsieur Hooper. Tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est que les scènes sont très sympathiques dans la dernière demi-heure. C'est la course-poursuite de la famille de tarés envers les deux couples de jeunes qui veulent passer du bon temps. Bon, on pourrait passer du bon temps autre part hein, que au-dessus d'un train fantôme. Mais bon, chacun son truc. Chacun son truc. Et bon, il y a quelques petites incohérences dans l'histoire, mais dans tout film d'horreur, il y a toujours des petites incohérences où ils n'arrivent pas à trouver la sortie pour se sauver. Ils assistent à une scène assez importante du film qui déclenche toute l'histoire en fait. Et ils cherchent partout pour comment se sauver et puis ils n'arrivent pas à trouver une porte qui s'ouvre. Mais c'est un film pour tous les fans de Toby Hooper quand même. C'est un film Toby, pardon. Ah oui, c'est vrai. Pour tous les fans de Toby Hooper, certes, c'est pas du niveau de Massacre à la tronçonneuse quand même. D'accord. Donc vous attendez pas à voir un Massacre à la tronçonneuse. C'est gore quand même. C'est gore, mais pas autant que ça. Ouais. Voilà, c'est un film qui est quand même tourné produit par Universal. Ah oui. Donc je pense qu'il n'a pas voulu mettre trop de scènes gore. Avant Poltergeist. Avant Poltergeist. Oui, avant Poltergeist, tout à fait. Pour pas que ce soit interdit à la censure quand il sort dans les salles américaines. Mais on retrouve un peu l'esprit du metteur en scène à plusieurs reprises. Et puis je trouve que toutes les scènes à l'intérieur du train fantôme sont très bien filmées. C'est même le générique du début du film qui est très sympa, que j'aime personnellement. Et on retrouve un peu tous ces monstres à travers le train fantôme. En fait, ils traversent le train fantôme d'une autre façon. Mais tu nous conseilles quoi? Je le conseille parce que c'est un film d'où les copies n'étaient pas très généreuses. Hein. Écoute, là c'est un transfert HD qui est meilleur que tout ce qu'on avait eu. C'est vrai que c'est un, excuse-moi, oui. C'est vrai que c'est un film de studio. C'est son premier film de studio d'ailleurs, Hooper. Donc il a réussi, comme toujours. Chez Hooper, il y a aussi beaucoup de second degré d'humour. La scène du début qui est très fun, je trouve, en hommage à Psycho avec la scène de la douche. Tout à fait. C'est typiquement du Hooper. Voilà, c'est en fait, il avait, je sais plus qui a écrit le film, parce que je l'ai pas revu moi dernièrement. Mais ça reste un film de studio assez classique avec, comme tu disais, une histoire basique de teenagers dans un train fantôme. Et lui, ça lui permet d'amener quelques éléments un peu tordus. Effectivement, le personnage du monstre qui rappelle beaucoup ce qu'il a fait avant. Voilà, il y a un peu de gimmick dedans. Voilà, c'est un peu un film qui est pas toujours super équilibré,
mais sympathique. ça fonctionne super bien. Et Toby Hooper, qui est venu en dédicace chez Metaluna il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a quelques temps, ouais. Il Et- était venu sur Paris, super sympa. Tu l'as rencontré, Et oui. grand amateur de vin blanc de mémoire. Ah. Et, Ah, il est très sympa. Là. et en fait, il était venu pour présenter au Rex. C'était une super soirée de se retrouver au Rex pour revoir justement Massacre Massacre à la la tronçonneuse, qui sortie. venait d'être restauré pour la première fois d'après la copie 16 mm. Et en HD, et c'était magnifique, et super ambiance. Il avait présenté les films sur scène, ils avaient présenté aussi quelques-uns de ses courts-métrages, qui étaient déjà très influencés, très sous influence, notamment des films du cycle Poe de Corman, et avec beaucoup d'humour. En fait, il y a, non seulement on ressent très bien en le rencontrant que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais qu'en réalité, contrairement aux apparences, et surtout pour les gens qui ne l'auraient pas vu, Texas Chainsaw est aussi un film plein d'humour. Simplement à rajouter sur la copie, qu'elle est quand même très belle, mais aussi concernant les suppléments. Il y a eu un monsieur du Cahier du cinéma qui présente pendant 17 minutes le film. Bon, il fait tout autour de la famille, des films de Tommy Hooper, toutes les ressemblances, etc. Bon, c'est du Cahier du cinéma. C'est qui pour savoir si on coupe après ou pas, si on connaît ou pas. Il vaut mieux le regarder après le Que film, j'ai pas sinon vu tu encore. t'endors, c'est ça Non, pas du tout. Non, mais bon, moi, je voudrais dire une seule chose. C'est bien de demander à des gens du Cahier du cinéma pour dire que le film est reconnu par des gens un peu intellects. Sérieux. On va À dire ça, quoi. l'époque, je pense qu'il a été massacré par les, Ah ouais, ouais. massacré par les cahiers. justement. Voilà. Ben, moi, je l'ai Funhouse, donc Massacre dans le train fantôme, je l'ai vu en projet de presse à l'époque. Et effectivement, j'imagine, enfin c'est certain même qu'il y avait déjà des gens des cahiers et de plein d'autres magazines et autres, et ça avait été super mal reçu. J'imagine. Bon, alors, le titre original est quand même Funhouse. Hein. Ils ont rajouté Massacre à la fantôme, vous devinez pourquoi. Hein. Ouais, pour rappeler le massacre. À la tronçonneuse, évidemment. Il y a 5 minutes 40 de scènes coupées qui n'ont pas un grand intérêt, qui ont été utilisées pour la télévision aux États-Unis, pour certaines scènes qui étaient un peu trop, on va dire, gore, encore qu'il n'y a pas beaucoup de scènes gore, mais la violence, quoi. Non, en fait, réellement, et c'était le cas pour le Halloween de Carpenter aussi, c'est en fait les films devaient durer 1h35 minimum pour caler à la télévision un certain nombre de pubs. Et alors parfois ils retiraient des scènes vraiment trop gore. Funhouse c'était pas le cas, ils ont juste rajouté parce qu'il n'y avait pas assez. Quelques scènes coupées au montage par Hooper probablement, et des scènes de dialogue uniquement, pour rallonger et rajouter une pub supplémentaire. D'accord. En tout cas, la version courte qui était sortie en France faisait 92 minutes, Ouais. et la version longue fait 95 minutes en VOSTF uniquement. Sous-titré français, évidemment. Très bien. Alors Renaud, tu vas nous parler de Alors, Elle. ouais, je vais vous parler de Elle, le dernier film de Paul Verhoeven, un film assez incroyable en fait. Hein. Moi j'étais resté sur ces films Robocop, Total Recall, Starship Troopers. Je suis pas un fan de Basic Instinct en fait, et c'est pour ça que je me suis pas rué tout de suite dessus parce que j'imaginais un film assez sophistiqué. Comme il a pu faire avec celui de Sharon Stone, et en fait, Elle, c'est pas du tout ça. C'est un film assez incroyable, en fait. Un film avec une Isabelle Huppert qui n'est pas une actrice vraiment que j'affectionne particulièrement, parce que j'ai toujours trouvé assez froide, distante. Hein, je vais peut-être faire hurler certains. Mais là, je trouve que dans ce film-là, ça vient complètement à son avantage, quoi. Ça colle complètement à son personnage. C'est difficile de parler du film, de parler de l'histoire. Hein. Bon, tout le monde sait que le film débute par un viol. Une scène choc assez courte, qui va être répétée d'ailleurs plusieurs fois dans le métrage. Et donc, ce qui est frappant dans le film, c'est que déjà voir le plaisir qu'a Verhoeven à filmer son film, il a près de 80 ans. Et là, je pense qu'il donne une bonne leçon à beaucoup de metteurs en scène actuels. On sent qu'il a une excitation, qu'il a du plaisir vraiment à refilmer, parce que les dernières années pour lui n'ont pas été évidentes hein, quand même. Isabelle Huppert qui est nommée à l'Oscar. Oui, elle est nommée à l'Oscar, effectivement. Alors c'est un rôle qui a failli lui échapper, parce que Verhoeven avait pensé à Nicole Kidman, à Marion Cotillard, et aussi à Sharon Stone. Alors Dieu merci, ça ne s'est pas fait. Elle a pu avoir le rôle, donc de toute façon elle était motivée pour l'avoir.
C'est Philippe Dian qui a écrit l'histoire de Elle, en fait. Il l'a titré O. Et il avait déjà pensé à Isabelle Huppert pour faire le film. Donc c'est vraiment un rôle qui lui était destiné. Hein. Donc Isabelle Huppert, à plus de 60 ans, réussit encore à être sexy, malgré que, femme, hein, quand même. malgré que le rôle n'est pas vraiment glamour pour elle. Mais j'espère vraiment qu'elle va avoir l'Oscar, parce qu'elle le mérite vraiment. Et, ce serait vraiment une consécration pour elle. D'ailleurs, je crois qu'elle a été très contente de savoir qu'elle était nominée. Et le César aussi, je pense qu'elle devrait l'avoir. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. C'est fini. Et il n'y a pas son frère qui joue dans le film? Toby Huppert, non? Non, il y a Laurent Lafitte qui est excellent. Ils sont tous très bons en fait. Hein. Et ils sont tous très bons, ils ont tous un problème dans la tête. C'est ça qui est assez fou. D'ailleurs, que ce soit les seconds rôles jusqu'aux personnages principaux, on voit vraiment que ce sont des êtres vraiment torturés. Mais on ne peut pas trop raconter l'histoire, parce que déflorer le sujet, c'est dommage. Il y a beaucoup de surprises dans le film. Et pourquoi alors Verhoeven a fait le film en France, il n'a pas pu le faire ailleurs ou... Des problèmes de budget. Je ne suis pas persuadé que Verhoeven n'ait ni l'envie, ni les moyens de travailler aux États-Unis. Non, il aurait pu le faire aux Pays-Bas, dans son pays d'origine. Ouais, mais là, comme le film, comme le livre est français, je suppose qu'il a peut-être voulu s'entourer de techniciens français et de le faire en France. Et vraiment, c'est vraiment un beau film avec une mise en scène vraiment, vraiment top, quoi. Ça fait plaisir de le revoir comme ça, quoi. D'accord. Ouais, ça ressemble beaucoup au Verhoeven de la grande époque hollandaise. Tu l'as vu, toi, Bruno? Oui, j'ai vu en salle. T'en penses quoi? Je trouve ça pas mal. Il y a deux trucs qui me gênent. C'est par rapport au bouquin, le fait qu'il ait introduit, mais ça c'est un peu l'humour de Verhoeven, encore un qui a de l'humour, dans le milieu des jeux vidéo. Voilà, c'est un aspect très caricatural, mais volontairement, hein, je suppose. Alors qu'à l'origine, le personnage dans le roman était éditrice de romans et le restait jusqu'à la fin du film. Il n'y avait pas cette chose-là. Et après, il y a un ton dans le film quand même. Mais le fait que ce soit Verhoeven et que c'est la première fois qu'il tourne en français, moi j'ai eu en tout cas un temps d'adaptation, tu vois, d'un petit quart d'heure pour retrouver l'ambiance des films de Verhoeven à travers la langue française. Mais c'est vrai que c'est un de ses meilleurs, quand même bien pervers et bien tordu. Un de ses meilleurs, les derniers. Et ça t'a pas frappé aussi, la famille est vraiment malmenée dans le film, c'est vraiment... Ouais, mais ça c'est un truc qu'il y avait déjà dans pas mal de ses films, et puis les déviances sexuelles, et puis le côté ambivalent justement de la relation qui est quand même un peu tordu, mais on peut pas raconter comment ça se Voilà, c'est ça, on peut dire qu'on l'aime bien, mais raconter l'histoire. C'est peut-être ça qui l'empêche de tourner aux États-Unis aussi, un problème de comprenage, quoi. Les trucs qui sont un peu trop subtils ou trop déviants pour les Américains, c'est plus... Mais non, ça c'est inconcevable un film pareil aux États-Unis. C'est peut-être la raison d'ailleurs. À ce niveau-là, du moins. Hein. Maintenant, s'il est présenté, si plein d'Américains le voient, je sais pas il a déjà été distribué, il a dû... Oui, parce que c'est un concours aux Oscars, oui. Au Golden Globes, donc il a été primé, donc je pense qu'ils l'ont vu déjà. Ouais. Mais jamais les Américains à ce niveau de prod pourraient produire un film de genre actuellement, c'est impossible. Ou alors des indés, quoi. On n'aura aucune chance de le voir, quoi. Ouais, mais il n'y aurait pas des gens aussi connus. Et puis le film a l'air de rien comme ça. Je connais pas le budget, mais c'est pas un petit budget, quoi. Il a plutôt bien marché. Il a plutôt bien marché. J'espère qu'on en aura encore un autre de Verhoeven, ça serait bien, quoi. Je pense que oui, avec le succès de celui-là, je pense que oui. Je pense qu'il a réussi son retour. Il avait rien fait depuis Black Book en 2006. Non, ouais. Oui, il avait fait un téléfilm que j'ai pas vu entre-temps, et je me demande s'il avait pas fait un doc, mais son dernier long métrage connu, c'est Black Book. Black Book, avec un petit chef-d'œuvre aussi. Ouais, qui est vachement bien. Très bien. Très bon film. Mais qui a été aussi mal distribué, je pense. Qui a bien marché en Europe, en France. De toute façon, Verhoeven, comme pas mal de céréales, Lynch, Cronenberg et autres, qui ont cette manière de faire du cinéma. En France, ça passe toujours plutôt bien, dans tous les niveaux de public. Aux États-Unis. Bon, les cinglés du cinéma, on va faire une pause avec d'autres cinglés du cinéma, puisqu'il se tenait à Argenteuil la 29e édition des cinglés du cinéma d'Argenteuil, donc qui est une convention pour tous les cinéphiles, les collectionneurs. Et donc on était sur place, on a fait un petit reportage que vous allez voir tout de suite.
Alors, des films cultes, j'en ai beaucoup, j'en ai au moins une centaine, mais puisqu'il faut en choisir qu'un, alors je vais pas être très original, je vais dire un James Bond, mais mon James Bond préféré, qui est vraiment un de mes films cultes que je revois quasiment tous les ans, c'est Au service secret de Sa Majesté, et parce que je pense que c'est un des films d'aventure, d'action les plus importants de l'histoire du cinéma dans les années 60, surtout visuellement. C'est un film particulier, c'est le 6e James Bond, c'est le seul qui n'est pas avec Sean Connery, qui est avec un acteur qui s'appelle George Lazenby, qui était un mannequin qui a quasiment rien fait après. Le film a la plus belle BO de John Barry. Il est extrêmement fidèle au livre de Ian Fleming. Il a la plus belle scène de poursuite en ski de l'histoire du cinéma. Il a un rythme fabuleux. Il y a Telly Savalas, il y a Diana Rigg dedans. Que dire d'autre? Ah oui, il est réalisé par Peter Hunt, qui avait en fait monté et réalisé certaines des scènes d'action de deuxième équipe des 5 premiers James Bond. Donc Au service secret de Sa Majesté, c'est le 6e et c'est l'apothéose du style James Bond. Voilà, c'est un film absolument génial et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vivement de le regarder. Voilà. Donc le premier qui me vient à l'esprit, c'est La fiancée de Frankenstein de James Whale, qui est tourné en 1935. Bon, j'en ai d'autres. J'aurais un peu tendance à préférer les films un peu anciens, comme il y a Metropolis de Fritz Lang. Même si je ne suis pas un grand fan du cinéma muet, c'est pratiquement un film parfait. J'aime beaucoup des films, on va dire, plus récents entre guillemets, comme Le Cauchemar de Dracula et globalement tous les films du début de période de la Hammer, enfin de la période fantastique de la Hammer, avec Le Cauchemar de Dracula, Frankenstein s'est échappé et surtout sa suite, La Revanche de Frankenstein. Je suis plus rétro, on va dire. Même si j'aime beaucoup certains films plus récents, mais c'est de toute façon des choses un peu anecdotiques. Il y a des films de Tarantino que j'adore. J'aime beaucoup la série des Star Wars. Je reste quand même très branché sur le cinéma fantastique et science-fiction. La Horde sauvage de Sam Peckinpah, 1969, un western crépusculaire, un des plus beaux westerns qui existent et que je regarde assez régulièrement, ouais, je pense une fois tous les ans, tous les 2 ans. Je pense que j'ai dû le voir 4 ou 5 fois au cinéma et à chaque fois que je le revois, je découvre des nouvelles choses, notamment le personnage de Borgnine, qui est son amitié avec le Mexicain. Ouais, c'est un film magnifique. Mon film de chevet. Alors, film culte, là tout de suite j'ai rien préparé, mais j'aurais envie de citer par exemple un film de John Hurt, vu que bon, on a pris son décès ce matin, c'était quand même un super acteur. Donc Elephant Man par exemple, c'est un film que j'ai vu très jeune et qui m'a fait une forte impression, comme beaucoup de gens. Mais est-ce que c'est vraiment un film culte pour moi? Je ne l'ai pas vu autant que certains, donc pour moi la définition d'un film culte, c'est quand même un film que tu revois et revois peut-être une fois tous les 6 mois. Donc Elephant Man, c'est peut-être pas le film que j'aurais envie de voir tous les 6 mois. Donc j'ai plutôt cité un film au hasard, De Palma. Alors là j'hésiterais entre Carrie, que j'ai dû voir une 20aine de fois, et Phantom of the Paradise. Mais allez, je vais dire Phantom of the Paradise parce que bon, je sais qu'il y a une super édition qui va sortir là en Blu-ray, édition collector. Et puis parce que c'est le genre de film qu'on peut voir absolument un nombre de fois. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, mais c'est au moins assez proche de la 30aine, peut-être, ou par petits bouts. Et il y a tout dans ce film. C'est le fond comme la forme, et puis voilà, c'est pure comédie musicale, rock and roll, avec des thèmes encore d'actualité sur le Star System et tout ça. Et puis plein de références qui sont très bien intégrées au film, quoi. Donc pour moi, ouais, je dirais Phantom of the Paradise. Voilà. Alors un film culte, effectivement la question est ambitieuse parce que dans les fanzinophiles, bissophiles, fantasticophiles, on a tous beaucoup de films cultes. Mais moi, je dirais que mon film le plus culte, c'est un film qui s'appelle Le Guerrier, de Warrior en anglais, mais c'est un film indonésien de 1982 qui a été réalisé par Sam Gardner, le pseudo anglicisant ou américanisant de Sisworo Gautama Putra, avec comme acteur principal Barry Primo, qui est une sorte de Sylvester Stallone indonésien. Donc Le Guerrier, c'est un film complètement fou, complètement quiche, absolument gore, qui mélange tous les genres, fantastique, gore, merveilleux, kung-fu,
sur fond de colonisation britannique, hein, parce que l'Indonésie avait été hollandaise, parce que l'Indonésie avait été colonisée par les Hollandais. Et en fait, c'est Barry Primock qui lutte à la fois contre l'oppresseur hollandais dans le film en tant que guerrier, et aussi contre toute une sorte de sorciers, de magiciens, de fous habitant l'île de Java, notamment un homme, l'homme Lego en fait, qui pour être tué doit être coupé en morceaux. Et il faut rattraper les morceaux avant qu'ils touchent le sol, sinon le monsieur se reconstitue. Donc c'est pas une mince affaire. Donc si j'ai un film culte, c'est celui-là. Donc pour trouver le guerrier, il faut soit avoir de la chance et posséder la cassette VHS de l'époque chez Farah Video, soit l'acheter chez Mondo Macabro en DVD américain. Voilà. C'est simple, clair et net. Mon film préféré, c'est Mon nom est personne, Tonino Valéry. Ça doit dater de 73, si ma mémoire est bonne. Pourquoi? Parce que c'est le film qui annonce la fin du cinéma, la mort du cinéma, magnifiquement. Et puis la musique somptueuse, et puis la réplique culte. Tu rentreras dans l'histoire, tu rentreras dans l'histoire. Tout est dit, allez au cinéma. Alors Didier, tu veux nous parler de Médusa? Tout à fait. Donc Médusa Fanzine, un fanzine qui existe depuis 1989. D'abord consacré au cinéma fantastique et au cinéma de science-fiction, puis petit à petit qui s'est imprégné plutôt du cinéma bis en son entier, principalement cinéma italien, puis petit à petit cinéma européen, avec pour seule idée de discuter, de parler, d'évoquer des films qui sont méconnus et des filmographies un peu oubliées comme les films grecs, les films espagnols, les films italiens, mais de seconde zone, de troisième zone, de dernière zone, parce qu'en fait le cinéma bis c'est comme une pelote de laine dont on tirerait les fils et qui ne finirait jamais. Voilà, donc Médusa, c'est un peu de l'archéologie du cinéma bis, c'est en tout cas ce qu'on cherche à faire. Voilà. Donc la périodicité de Médusa depuis le numéro 23, c'est un numéro par an, parce que Médusa est un gros pavé, hein, généralement plus de 200 pages. Aujourd'hui, tout en couleur, on est loin des fanzines du début où c'était de la colle, des ciseaux, des découpages, des letracettes, des choses comme ça. Maintenant, ça ressemble quasiment à un magazine. La seule différence, c'est que c'est pas professionnel. On a chacun, tous ceux qui écrivent dans Médusa ont leur profession à côté. Et voilà, donc un numéro par an. Le prochain numéro, ça sera le numéro 28, donc la 28e année déjà de Médusa. Ça sera un numéro qui paraîtra, je pense, après l'été, juste après l'été. Avec un sommaire que je n'ose encore dévoiler, mais qui réservera beaucoup de surprises aux lecteurs. En tout cas, on va aller encore piocher et chercher dans des filmographies des sujets encore plus obscurs que ceux qu'on a déjà explorés. Voilà, c'est un peu notre créneau. On veut parfaire ce qu'on a déjà fait, donc voilà, on va vouloir aller encore plus loin dans les recherches archéologiques cinématographiques. Voilà, de bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent, comme on dit. Hein. Comme disaient les nuls, ouais. C'est les nuls qui disaient ça, oui, tout à fait. Moi, je voulais vous parler de The Burbs. Alors, The Burbs, le titre français, c'est Les Banlieusards, qui est un film de Joe Dante et que j'ai pu enfin découvrir grâce à Carlotta Vidéo, donc qui a ressorti le film il n'y a pas longtemps, Bruno, en Blu-ray, dans une très belle copie. Et bon, moi j'ai adoré ce film. Un film qui est resté longtemps inédit, hein. Oui, puisqu'en fait il n'est jamais sorti en salle en France, il est sorti directement en VHS à l'époque, en 1990, soit un an après le film. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi le film n'a pas été distribué en salle en France. Quand en plus à l'époque on connaissait le passif déjà de Joe Dante, puisque derrière lui il avait l'Aventure intérieure, il avait Gremlins, Piranha, Hurlement. Et ça, j'arrive pas du tout à comprendre. Je sais pas, je me souviens pas à l'époque pourquoi, voilà, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils lui ont tourné. Enfin, en même temps, The Burbs, The Burbs, c'est une pure comédie. C'est une comédie, mais jouissive, quoi. Moi, j'ai pris un plaisir incroyable. C'est très sympa. C'est du début à la fin. Moi, j'avais la banane, hein, franchement. En plus, avec une super distribution, un super casting. Quoi, c'est une comédie, c'est une satire? Bah, c'est une satire de l'American way of life, comme on dit. Ça tire à boulet rouge sur une certaine
façon de vivre des Américains. C'est des conflits de voisinage. Oui, qui peuvent aussi se retrouver ici en France aussi, où il y a tout le monde qui espionne tout le monde. Enfin, et c'est vraiment, le film est complètement burlesque, complètement barré. Et donc avec une super distribution, donc il y a Tom Hanks. Alors Tom Hanks, lui, quand on jette aussi un œil sur sa filmographie, là, quand même, c'est assez énorme. C'est un énorme. faut reconnaître. C'est énorme. Et c'est pas un film fantastique en fait. C'est à la lisière du fantastique. Bon, je ne tiens pas trop à vous raconter l'histoire. On ne va pas spoiler. On va pas spoiler. Et donc je parlais du casting, donc il y a Carrie Fisher, dont on a parlé dans la dernière émission, où Christian avait oublié de parler de ce film-là. Il y a Bruce Dern, alors Bruce Dern, immense acteur, il a Silent Running, il a tourné dans Pendez-les haut et court. Il est dedans. Oui, il est dedans. Dans les Cowboys aussi. De Mark Ryder, ça. Oui, Cowboy, oui. Il a tourné aussi dans Bloody Mama, le Roger Corman, Complot de famille, le dernier Hitchcock. Et il y a aussi Henry Gibson. Alors qui est Henry Gibson? C'est le nazi dans Blues Brothers. Tout à fait, bravo. C'est le nazi dans les Blues Brothers. C'est pareil, c'est un acteur, un second rôle jouissif. Et vraiment, le casting est épatant. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi le film n'est pas sorti en Déjà, salle. je pense qu'il a dû s'écraser aux États-Unis. Oui, il n'a pas très bien marché. En plus, il y a eu des problèmes de Joe Dante avec des problèmes justement avec les producteurs. Déjà, ils n'étaient pas d'accord sur la fin, comme d'habitude avec Joe Dante. Et ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi le film n'est pas sorti. La fin est nihiliste un petit peu, c'est assez noir. Je tiens pas trop à raconter la fin parce qu'il n'y a pas la fin que Joe Dante voulait au départ, mais pour moi la fin est correcte. Tu l'as vu, elle est dans les scènes coupées peut-être? Non, elle n'est pas dans les scènes coupées, j'ai appris après ce que Joe Dante voulait, vraiment. Et voilà, c'est vraiment un film que je conseille, un film à voir en famille. Moi, je l'ai vu en famille, je sais qu'on... pour Joe Dante, à l'époque, depuis Gremlins 2, c'était déjà plié au niveau de sa reconnaissance aux États-Unis. D'ailleurs, la preuve, maintenant, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas réussi à produire un film américain à un budget raisonnable qu'il lui faudrait pour développer ce qu'il veut. Il s'est fâché avec Spielberg, en fait. Il s'est fâché, à l'époque de Gremlins, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je sais plus comme ça. Parce que des fois, on a l'impression que se fâcher avec Spielberg, c'est pas bon pour la poursuite de sa carrière. Je pense à Chial Béouf. Oui, Toby Hooper avec Poltergeist à l'époque. Exactement. Oui, ces derniers films, c'est des petits films indépendants fantastiques qui n'ont pas eu trop de succès, qu'il apprécie lui-même relativement moyennement. The Hall, moi j'ai bien aimé The Hall. The Hall, ouais, celui-là était pas mal. Le dernier, par contre, mais bon. Et il n'arrive plus à faire. Il cadrait quelque part en commençant dans la série B et en travaillant pour Corman à l'époque et en faisant des films qui étaient comme toujours à cette époque entre les deux, avec son humour et sa personnalité et en même temps du commercial série B, ça fonctionnait jusqu'à Gremlins qui est quand même super sympa. Et Joe Dante donc que tu as rencontré aussi. Et Joe Dante, il était venu à l'époque où on était à Movies 2000 faire une dédicace très sympa. C'est encore un vrai fan de cinéma. Il s'occupe d'un blog et de compilation de bandes annonces en fait, de présentation de bandes annonces sur son blog qui sont à chaque fois commentées par un autre réalisateur, un ami ou quelqu'un de connu. Et donc c'est un vrai fan de ciné. Et le problème de ces mecs-là, comme à peu près tous, de cette génération, c'est qu'il adorerait et aimerait toujours faire du cinéma, mais c'est des mois ou des années de pré-prod qui aboutissent pas nécessairement. Comme tout à l'heure on parlait de Romero, chez Joe Dante, il y a toujours aussi un petit côté politique. Je pense que c'est ça aussi qui dérange un peu. Plus là de manière plus franchement humoristique, parce que c'est toujours été son truc. Mais dans Piranha, il y avait déjà ça. Enfin bon, en même temps, Piranha, c'était un peu reprendre les thématiques des Dents de la Mer, mais c'était encore plus accentué le côté satirique. Le summum, c'est quand même Gremlins 2, on a l'impression d'un gamin qui casse ses jouets. Oui, alors là, Gremlins 2, c'est avec son train j'adore. Et ça, c'est tout ce que le studio ne voulait pas et ne veut surtout pas reproduire. Alors, je sais pas où en est le projet du troisième, là, qu'il avait d'abord refusé, puis ils en ont reparlé. Il serait peut-être dedans, dans le bateau. Et éventuellement, Alors, il n'aura peut-être pas le choix, mais il pourra certainement pas faire de toute façon ce qu'il aimerait en faire. Mais qui sera sûrement en image de synthèse. Alors, je sais pas si ça va. Probablement, En image de synthèse. Moi, je vois ça. Je les vois pas refaire des marionnettes et des. C'est Chris Wallace qui s'occupait, je crois, des marionnettes ou des maquillages. Je me trompe. Je sais plus. Oui, c'est ça. La question étant, est-ce que Christopher Lee va être en CGI dans Gremlins 3 C'est une bonne question. Peut-être. C'est vrai, Christopher Lee.
Il a un super rôle en plus dans Gremlins 2. Il est magnifique, il est magnifique. Je crois que Joe Dante a pris du plaisir déjà à l'engager. C'était un rêve de gosse. Même le nom de son perso est rigolo, si on me rappelle bien, je sais plus. C'était un moment de sa carrière où il en avait besoin, il était au creux de la vague, Christopher Lee. Très bien. Okay. Bon, maintenant, alors Renaud. Ah non, je crois que j'ai Christian en fait qui est en. C'est vrai qu'il n'est pas là. Ouais, Christian, mais t'es où? T'es où? Non, Christian en fait, je l'ai en duplex. Christian, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Oui, Jean-Paul, je t'entends. C'est bon, on t'entend. Alors tu peux y aller, tu peux lancer ta chronique. D'accord, donc je commence ma chronique. Donc bonjour à tous, je viens vous parler aujourd'hui d'un nouveau film en 3 dimensions sorti en Blu-ray qui s'appelle Metal Storm, The Destruction of Jared Sin, qui s'appelait en français Metal Storm, Tempête de métal. Donc on est à quelle période? On est en 1983. En 1983, il y avait deux événements particuliers. Il y avait la sortie du Retour du Jedi, on était en mai 83 aux États-Unis, c'était le grand événement science-fiction. Et il y avait la deuxième vague 3 dimensions qui était en train d'arriver. Donc il y avait la vague des années 50 avec des films comme L'étrange créature du lac noir ou Le crime était presque parfait. Années 80, on a eu Amityville 3, Les Dents de la Mer 3, etc. etc. Et donc était sorti d'ailleurs juste le même jour que le Retour du Jedi, Le guerrier de l'espace, Space Hunter, Adventure in the Forbidden Zone, en 3D également. Donc on était dans les deux modes en même temps, la science-fiction et la 3 dimensions. Donc Charles Band, qui l'auteur de Transers, de Puppet Master, quelqu'un qu'on connaît bien quand on aime la série B. Charles Band donc, a tourné ce petit film, il avait fait Parasite auparavant également en 3 dimensions. Donc on était en plein cœur de la 3D. Et donc il y a quelques mois, Shout Factory, l'éditeur américain, nous a sorti ce superbe Blu-ray. Donc c'est une première mondiale, c'est aussi la seule occasion pour quelqu'un hors américain de découvrir le film puisqu'il est sorti en 3 dimensions à l'époque qu'aux États-Unis, donc en octobre 83. Donc en France, on a eu droit à une VHS chez une filiale de Delta Video qui s'appelait donc Metal Storm Tempête d'acier, qui était pan and scanné, VF doublé, etc., qui n'était pas terrible. Donc voilà, donc ce film c'est quoi? Alors bon, il y a tout ce qu'on aime, de la science-fiction, alors l'histoire en gros c'est un monde futuriste un peu post-apocalyptique. Il y a une sorte de dictateur, un tyran qui veut dominer le monde avec un cristal, donc il y a aussi beaucoup de magie. Et puis bien sûr il va y rencontrer le héros, et le héros va justement combattre le mal et avec un peu de chance va gagner. Donc au niveau des acteurs, c'est pas des gens que je connais beaucoup, si ce n'est Kelly Preston. Kelly Preston, ça a été la femme de John Travolta, on l'a vu dans quelques petits films sympas, notamment Twins avec Schwarzenegger de mémoire. Le Blu-ray, alors parlons un petit peu du Blu-ray. Le Blu-ray, c'est un région A, donc ça veut dire qu'il faut un lecteur soit dézonné, soit un lecteur américain. Le film est en version originale sous-titré en anglais, donc il y a 2 disques, le disque 2D, le disque 3D. Ce qui est bien pratique. Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser bien sûr à la 3D. Alors côté 3D, c'est les années 80. Et les années 80, c'est plein d'effets de jaillissement, des trucs vraiment incroyables. Maintenant, dans les années 2000-2010, on est plutôt dans la 3D de profondeur. On a peur de faire mal à la tête au spectateur. À l'époque, on lui en mettait plein la vue. Donc c'est assez spectaculaire. C'est vraiment sympa. L'image est absolument splendide, si ce n'est, un petit bémol, c'est que sur un œil, l'œil droit de temps en temps, il y a un petit voile noir. Et c'est vrai que ça perturbe. Alors, sur 84 minutes de film, ça doit arriver 3-4 minutes. Donc bon, on prend son mal en patience. Lors de la restauration, ils n'ont pas fait ça parfaitement, mais il en reste que c'est la meilleure façon de voir ce film depuis sa sortie aux États-Unis. Donc c'est vraiment, c'est un petit événement qu'il faut voir absolument. Voilà, donc je vous recommande Metal Storm, The Destruction of Jared Sin en 3D. Très bien Christian, merci. Alors Renaud, je crois que tu voulais nous parler de Rix Mordo. Je voulais vous parler de Rix Mordo, un garçon qu'on avait rencontré au Bougie Weekend l'année dernière, très sympa, qui a créé un blog en 2013 qui s'appelle la Toxic Crypt, où il décrit des films, il chronique des films, souvent alors des années 80. Beaucoup des années 80, mais en fait, ça serait réducteur de dire qu'il fait que ça, parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a des critiques de livres,
Alors Rex Mordo qui est belge, il faut le préciser quand même. Rex Mordo est belge, mais il est sympa, hein, il n'y a pas de problème. Justement, je pense que une fois. Voilà, il est quand même une fois sympa. Et d'ailleurs, je pense que c'est un garçon qui aurait eu tout à fait sa place avec nous. Oui. Bon, malheureusement, il est en Belgique, mais j'espère qu'un jour ça pourra se au faire. Bloody, je pense qu'au Bloody, on fera quelque chose. Peut-être à l'occasion du Bloody Weekend. Je vous encourage à aller sur son blog. Donc, Toxic Crypt, nous avons un lien sur notre page YouTube. Vous avez juste à cliquer. Et vous allez voir, c'est vraiment... j'aime beaucoup son ton, c'est parfois irrévérencieux. Sarcastique. Souvent drôle. Et, attention, il y a de l'humour dedans. Hein, l'humour belge. Oui, l'humour belge, mais ça va encore. J'adore l'humour belge. Exactement. Donc, il a aussi écrit pour Rétroviseur, le journal de Jacques Coupienne, le fanzine de Jacques Coupienne, Pascal Guillon et consorts, parce qu'ils sont assez nombreux quand même. Oui. Sur le fanzine. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, franchement, vous ne le regretterez pas. J'espère que son blog durera le plus longtemps possible. Très bien. Alors, pour finir l'émission, alors, donc, un film que vous avez vu récemment, messieurs, qui vous a plu ou pas, donc un film au cinéma ou en vidéo. Qui veut commencer? On peut commencer par Louis. Moi, je peux tourner. Tourne. Louis, est-ce que tu as vu quelque chose? Fais pas cette J'ai vu plusieurs films que j'ai pas aimés, mais tu vas parler de Birdman. Je vais parler d'un film que j'ai aimé. Donc, j'ai vu Birdman, moi, récemment. Et j'ai été assez scotché, quoi. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris, mais en tout cas, j'ai aimé. Donc, voilà. J'ai appris que Keaton était un vrai acteur, ce dont j'étais pas convaincu jusque-là. Et puis, voilà, l'histoire, c'est super bien filmé, c'est super bien joué. J'ai pas trop fait gaffe à la musique, toi qui es un pro. Ouais, c'est une musique un peu jazzy. Ouais, je sais pas. Très batterie, quoi. Voilà, c'est le film auberge espagnol où on peut un peu comprendre ce qu'on veut, quoi. Donc chacun amène ce qu'il veut et comprend la fin comme il a envie, quoi. Donc j'aime plutôt assez ça, quoi. Se dire, bah voilà, ça se termine comme ça, puis lui il va se dire non, ça se termine pas comme ça. Donc un film comme ça ne peut qu'être intéressant, quoi. Donc Birdman, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez y aller, quoi. C'est du bon. Renaud? Bah écoute, moi le bouquin de Romero m'a donné envie de revoir Zombie. Donc mercredi dernier j'ai revu Zombie et ça fait un petit paquet d'années que je ne l'avais pas vu parce qu'en fait il y a des films, ils sont tellement... on les porte tellement en nous qu'on a l'impression qu'on les voit une fois par mois. Mais en fait non, je ne l'avais pas vu depuis une dizaine d'années, mais j'ai pas été déçu bien sûr. C'est un film immense. Je l'ai vu en copie Blu-ray sur vidéoprojecteur, alors forcément c'est la première fois que je le voyais dans ces conditions et il n'a rien de perdu de sa force subversive. Voilà, je pense que je pourrais le revoir et revoir. C'est l'édition Éléphant, non? C'est ça? Non, c'est Studio Canal qui a sorti ça, je crois. Non, c'était Opening. Opening. C'est Opening, voilà. Oui, c'est ça. On a la chance, on a Bruno Terrier avec nous aujourd'hui. Ah ouais, pardon. On peut rectifier tout de suite, c'est ça qui est bien. Voilà, donc très bon film, bien sûr. Patrick? Bah moi j'ai été voir Triple X. J'ai peur un instant. Ouais. Oui. T'as l'âge requis quand même. C'est pour toute la famille, ça Oui, c'est pour toute la famille, puisqu'il y a beaucoup de scènes d'action avec Vin Diesel. Moi, ce qui me gêne dans le film, c'est l'utilisation des acteurs d'Hong Kong et de Thaïlande. Puisque vous avez quand même Donnie Yen, qui est quand même un grand champion de Kung Fu. Et en Thaïlande, vous avez Tony Jaa, qui joue dedans. Et moi, ça m'embête. Personnellement, qui suis un adepte des films asiatiques, c'est que dans les films, on ne les voit pas se battre, ils sont pas en valeur, ils ont toujours une mitraillette à la main. Et moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est quoi, c'est une caution Alors, est-ce que... Alors, pour le marché chinois. C'est certainement pour le marché asiatique. Maintenant, il y a une autre personne qui m'a sorti quelque chose de très intéressant. Est-ce que c'est pas pour mettre en valeur Vin Diesel? Parce que si les autres font ce qu'ils savent faire en Kung Fu, ils l'effaceraient complètement du film. Il est à l'ouest. Là, il ne serait pas du tout de niveau. Et moi, ça me gêne personnellement. Alors, ça s'est déjà reproduit, Expandable 3 avec Jet Li. C'était kiff bourrico, comme on pourrait dire. On se demande ce que fait Jet Li dans les... Voilà, il est avec son pistolet, il fait pas de Kung Fu. Un mec qui a été quand même 5 fois champion de Kung Fu de Chine populaire de suite, à 5 instruments différents. On demande ce qu'il fait là. Alors, peut-être c'est pour le cinéma, le marché asiatique. Probablement, mais moi, ça me gêne personnellement. Et ce qui fait que le film, je le trouve pas terrible, parce qu'on aurait pu avoir un film génial, avec des scènes de combat incroyables pour un film anglo-saxon, ou américain plutôt. Et puis... Ouais, mais est-ce que les Américains arrivent encore à faire des films de combat, justement, actuellement? C'est ça le problème, je crois. Mais peut-être que le marché ne demande pas des films de combat que des films d'action, je sais pas. Des films de super-héros. De super-héros. Moi, ça fait...
Et donc, Je l'ai bien aimé, moi, Donnie Yen dans le Star Wars. dans Star Wars, Ouais. oui. Oui. Dans Star Wars, Ouais, c'est il est vrai, bien. super Il a un bien rôle, utilisé, la référence assez- est sympa, et puis, Ouais. puis il Ça, joue je suis tout super à fait bien. d'accord avec toi. Donnie Yen dans Rogue One, il est très bien. Mais là, ça me gêne dans ce film-là, quoi, qu'on les mette pas en valeur. Ouais. Tout simplement. En remontant un peu plus loin, Jet Li dans l'Arme Fatale 4, il était plutôt bien. Ouais. Mais il joue là un rôle de méchant. Mais c'est vrai que C'est tu pour la première fois de en fait, sa vie, quoi. tu reproches que c'est des faire-valoir. Et qui méritent mieux que ça. Bah, vu la valeur qu'ils ont, qui sont connus pour ça au niveau du kung-fu et des scènes d'action, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à les utiliser pleinement. Et c'est la grande question, je pense, du cinéma américain actuellement. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est que nous, on les connaît, ces gens-là, mais le public, il les connaît pas. Jet Li, c'est pas qui c'est. Donc, ou Donnie Yen non plus. Donc, bah, à la limite, ils s'en foutent, Hollywood. Hollywood, le mec connu qui est dedans, c'est Vin Diesel. Après, quand tu vois des acteurs non américains, blancs ou noirs, que t'as jamais vu, tu te dis, bah tiens, c'est des Asiatiques qui sont peut-être connus. Mais c'est tout. Donc, en fait, eux, ils viennent là parce que être dans un film américain, c'est intéressant pour un Asiatique. Il n'y a pas de... Bah, je sais pas, je pense que c'est ça le truc. C'est pas moi, ce qui me gêne le plus dans les films de Vin Diesel, c'est Vin Diesel en fait. Mais c'est Je veux dire par là que c'est de la chose. Hein, c'est un acteur qui est pas super, quoi. je veux dire. Ah non, c'est d'accord. Super, il n'est pas super. Diesel. Ah oui, super Diesel. Ah ouais. De toute façon, on avait dit pas d'humour aussi. Alors, Ah ouais, forcément, c'est vrai. Ou très peu. Bruno? Moi, c'est pas un film récent, c'est un film que j'ai revu et que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Résidence, film espagnol. Classique quand même. Voilà, qui malheureusement en France n'a eu droit qu'à une édition René Château, Très mauvaise qui édition. est quand même qui est un transfert au format, mais 4 tiers et qui est pas terrible, quoi. Qualité VHS, on peut Ouais, le dire. ouais, pas très loin. Pas loin, Et c'est malheureusement un réal d'origine uruguayenne, mais qui a tourné, vécu toute sa vie en Espagne, qui s'appelle Narciso Ibáñez Serrano. Son film le plus connu, c'est Révolté de l'an 2000, qui est très très bien aussi. Et là, voilà, son premier précédent, donc, puisqu'après il a fait que de la télé, c'est La Résidence, qui est un film fantastique, horrifique et gothique, vraiment superbe, et qui est ressorti là chez les Américains il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Dans une copie qui est bien meilleure que le DVD français. En DVD ou en Blu-ray? Et en combo, donc tu peux le voir en DVD ou en Blu-ray. D'accord, en espagnol? Et non, en fait, le film a été tourné en anglais. Donc, ah d'accord. Donc là, il est en anglais, sous-titré anglais, hein, mais il n'y a pas de sous-titre français, ni la version française du DVD français. Mais bon, voilà, c'est la version intégrale, et puis là, c'est en 16:9, et comme il y a un travail super important, mais là encore, c'est un film qui se passe en huis clos, et dans une école pour jeunes filles, et avec une histoire horrifique et une ambiance super trouble au niveau érotisme, etc. Et puis un super travail sur la photo. Ah, je crois que j'ai... Ah, j'ai Christian, oui. Christian qui est en duplex. Oui, Christian. Donc... Oui, Jean-Paul, allô? Oui, allô, un film que tu as vu récemment, oui. Oui, c'est bon, là, je t'entends bien. Tu peux y aller, ça, toi. Alors, un film que j'ai vu récemment. Alors, on va rester dans la 3D, ouais, j'aime bien la 3D. Donc, vient de sortir La Grande Muraille de Zhang Yimou avec Matt Damon, un film spectaculaire, un film vraiment de grand spectacle sino-américain. Donc, c'est au départ une grosse production chinoise avec des capitaux américains. Donc, il y a eu des acteurs américains d'imposer. Il y a Willem Dafoe aussi. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est que cette Grande Muraille qui a mis plusieurs milliers d'années à être construite par je ne sais pas combien de millions de gens, elle était là pour s'abriter contre des choses qu'on connaissait, les ennemis qu'on connaît dans l'histoire, et puis des légendes. Il y a aussi derrière cette muraille, on se protège de monstres pas possibles. Et voilà. Donc Zhang Yimou, grand metteur en scène chinois, qui l'a fait vraiment du grand spectacle avec Matt Damon. Il y a un Américain qui débarque comme ça. Alors, dans le film, c'est pas un Américain, c'est un Anglais, on imagine, qui lui, il a envie de récupérer le secret de la poudre à canon des Chinois, et il se retrouve embarqué derrière la muraille, attaqué par des monstres pas possibles. C'est un film de monstres, hein, avec tout un tas d'acteurs chinois absolument incroyables, pas mal d'effets spéciaux spectaculaires. Le film a été converti en 3D. Alors, c'est pas un film 3D natif, il a été converti en 3D. C'est pas mal. Franchement, la 3D, elle est un peu anecdotique, donc c'est pas quelque chose de fondamental à voir, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Franchement, du bon divertissement, très très bien filmé, encore une fois des costumes, des mouvements de caméra spectaculaires, parce que Zhang Yimou, bon, c'est un grand maître. Matt Damon, que j'aime pas particulièrement beaucoup, s'en sort plutôt bien. Willem Dafoe décore un petit peu. Il y a une actrice chinoise dont j'ai oublié le nom, qui est vraiment bien aussi, une vraie femme d'action, comme les Chinois savent le faire.
Donc voilà, à voir. C'est un film, j'ai mis 3 étoiles sur 4. Donc pour moi, un bon film. Merci. Merci Christian. Merci. Au revoir. Ce bonjour à Michael Cull. Ouais. Moi, hier soir, moi j'ai vu La La Land. Ah. Alors, bon, au début, j'avais un peu d'a priori parce que déjà l'acteur Ryan Gosling, je suis pas très grand fan parce qu'il y a un côté minet qui me gêne un peu. Mais j'étais agréablement surpris. Très, très bon film, très très bonne BO. Donc film réalisé par, j'ai un trou de mémoire. Damien Chazelle. Oui, très bien, Damien Chazelle, qui avait réalisé l'excellent Whiplash auparavant. C'est pas aussi bon que Whiplash, tu veux dire? C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Déjà, le projet La La Land, il avait prévu de faire ça avant Whiplash. Justement, grâce au succès de Whiplash, il a pu financer ce film, et qui en plus cartonne apparemment partout. Et ouais, c'est un très très bon film, très bonne comédie musicale. Ryan Gosling qui danse bien, qui a appris le piano pendant plusieurs mois, mais il joue à la perfection. C'est vrai qu'il est assez incroyable. C'est musical tout du long ou... Non, au début j'ai eu un peu peur. Non, il y a des petites séquences musicales, mais très, très, très peu finalement. Bon. Mais vraiment, ouais, c'est un film sympa. Pour le scénario est vraiment très basique. Hein. Je crois qu'il est bien parti pour avoir l'Oscar. Ouais, c'est vrai qu'au niveau technique, il y a un travail sur les couleurs qui est assez incroyable. En plus, le film est tourné en cinémascope, en argentique. Et ça se voit à l'écran, les couleurs, elles éclatent. C'est un très très beau film. La manière de le vendre est un peu étrange par contre. Ah bon? Au niveau promotion. Toutes les affiches qu'il y a eu dernièrement. Le film le plus romantique de l'année. Ah oui, bon, c'est vrai, il y a la dernière qui te donne le meilleur film de l'année alors qu'on est en janvier. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est le côté américain, voilà, c'est leur côté commercial. Le côté matraquage a été un peu relevé. Hein, c'est ça, ouais. Mais pour moi, c'est pas tellement un film commercial. Hein, c'est quand même assez. Il y a quand même le côté film d'auteur que j'ai ressenti dans le film. De Whiplash, ouais, tout à fait. Ouais, il a gardé cet esprit-là. Donc un film que je vous conseille. Conseil quand même. Okay. Oui, oui. De toute façon, il est quand même nominé pour 14 Oscars. Ah oui, il est bien parti pour la moisson. Ah oui, déjà scène absolument pas que ce soit un bon film. Exactement. Ce qui est vrai aussi, mais je pense que là, il mériterait son. Mais il faut aimer les comédies musicales. Oui, mais là, c'est vraiment un hommage. Bon, il y a l'hommage à Jacques Demy, ça se voit en voyant le film. Il y a bien sûr l'hommage aux comédies musicales des années 50. Tu fais pas les choses à moitié, toi. Hein, carrément, Jacques Demy. On va se laisser, donc on va se dire au revoir. Petite news pour les fans pur et durs comme moi. Tremor 6 est en tournage en Afrique du Sud en ce moment. Ah, j'ai vu ça. D'accord. Ça a encore d'intérêt? Avec le même acteur? Non, un peu mon Dieu. Michael Gross est toujours là. J'ai vu une photo. Tant qu'il sera là, ça sera bien. D'accord. Ouais. Moi, je me suis arrêté au premier. Moi aussi, personnellement, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas osé franchir le pas des suites. Le 5 était vraiment très bon. Premier tourné en Afrique du Sud. Très bien, bon, on va suivre ton... Très bien. Ton conseil alors? Un conseil, tu nous conseilles donc de le voir. Quand il sera... Tant que Michael Gross sera dedans, ça pourrait être que bien, quoi, parce que Michael Gross c'est juste énorme, quoi. C'est... Mais en même temps, il a fait que ça. Hein. Il n'a pas fait que ça, mais c'est là-dedans où c'est les seuls films où il a un rôle principal, quoi. Oui, donc, il a un rôle secondaire dans le premier et principal après, quoi. Très bien. Très bien. Bon, on vous dit... on se dit au revoir donc, au prochain numéro. Voilà. Et puis à très bientôt alors, salut. Au revoir. Ciao. Salut. Ah, je crois pas. Non, il faut dire au revoir ici. Ah ouais, pas comme l'autre fois. Oh là là. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt les Samés. Mais arrête de regarder mes fesses. C'est personnel les fesses. Moi, je suis fan de Marina Foïs. Ouais, c'est dommage, c'est pas fini. Si, c'est fini. Ah ouais, c'est bon, on va le garder. Ouais, tu peux le laisser, ouais.